Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes le mercredi 27 mars et nous allons voir aujourd'hui les sanctions européennes. Dans quel cas, comment ça se passe, avec quelques exemples de sanctions concrètes. Est-ce que vous saviez, par exemple, que la France met de côté chaque année, en réserve, 4 milliards d'euros pour payer ces infractions? Nous allons voir l'article 126 qui met les points sur les i. Les contentieux de la France avec l'Europe nous coûtent cher. C'est ainsi que l'avait annoncé Eva Sas en 2015. Il y avait 31 affaires en cours devant les tribunaux européens. Elle était alors membre de la Commission des finances en France. Et selon son document, le montant s'était élevé alors à 2,2 milliards d'euros pour l'année. Avant cela, en 2012, la France a été condamnée au motif invoqué par la Cour de justice européenne que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les OPCVM, bénéficiaient d'un traitement fiscal différent en France que dans le reste de l'Europe. Ce contentieux, chiffré à 6 milliards d'euros selon la Cour des comptes, portait sur la retenue à la source appliquée aux dividendes de source française, perçus par des OPCVM résidents, jusqu'au mois de juillet 2012. Ce traitement fiscal était différent pour les OPCVM non résidents, par exemple américains ou anglais. Ce traitement fiscal était différent pour les OPCVM non résidents en France. Le fait que la France ait transgressé l'article 63 du TFUE, Traité de fonctionnement de l'Union européenne, sur la libre circulation des capitaux, et également ne respectait pas un des piliers de l'UE qui est celui de la concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire égale pour toute l'Union européenne et les pays tiers. La France a dû adapter sa réglementation fiscale aux règles de l'Union européenne et se passer du manque à gagner en ne taxant pas les OPCVM hors UE de la même façon que celles résidant en France. Ces sanctions peuvent aussi avoir lieu lorsqu'un pays membre n'a pas retranscrit une disposition législative et réglementaire en matière pénale, en matière de droits humains, de criminalité informatique, de corruption, etc. Mais également lorsqu'une politique de l'Union, dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, n'a pas été suivie d'effet, comme sur l'exemple des organismes modifiés génétiquement que nous verrons également. Les désobéissances délibérées ou par un manque de connaissance du droit européen nous coûtent chaque année beaucoup d'argent. La Cour de justice européenne, la CJE, qui délivre son verdict, a pour rôle de veiller à ce que la législation de l'UE soit interprétée dans tous les pays de l'UE et de garantir que les pays et les institutions de l'Union européenne respectent la législation européenne, c'est-à-dire les traités TUE et leurs traités de fonctionnement TFUE. De la même façon, lorsqu'un pays prend son temps pour appliquer une directive européenne ou simplement pour retranscrire en droit français un droit communautaire européen, cela s'applique. C'est ainsi que, sous Chirac, qui tardait à retranscrire une loi de 2001 sur les OGM, s'est attiré les foudres de la Commission, qui avait demandé en 2004 des sanctions, puis en 2006 d'infliger à la France une amende de 38 millions d'euros, plus une astreinte de plus de 360 000 euros par jour. Finalement, en juin 2008, la France a appliqué la directive et a quand même été taxée d'une amende de 10 millions pour retard. Il faut savoir que les premiers délateurs, les surveillants de l'Union européenne, sont les pays eux-mêmes de l'Union européenne qui ont un droit de surveillance ou de dénonciation entre eux, par l'article 259 du TFUE. Je vous lis l'article 259. Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice européenne s'il estime qu'un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités. Mais la Commission peut-elle aussi prendre directement des mesures en cas de désobéissance aux traités ou la Cour de justice européenne en cas de désobéissance aux traités eux-mêmes ou dans le cas où elle aurait pris trop de temps à transposer des directives législatives ou les grandes orientations de politique économique. Elles prennent une part importante de ces dispositions. Je vous invite à voir mon rendez-vous citoyen du 2 janvier 2019 sur les GOPÉ et l'article 121 du TFUE. Alors, je vous lis les extraits de l'article 126 qui explique un petit peu comment ça se passe lorsqu'il y a des règles économiques à respecter. Article 126. Je commence par l'alinéa 2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée. Je vous laisse découvrir les critères. Ils sont basés sur la balance et la croissance
des pays de l'Union européenne. Paragraphe 3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Ce rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres critères et facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre. La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des deux critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre. Alinéa 4, le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission. Et si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil. Ici, on voit que la Commission peut donc introduire le processus de sanction graduelle si elle estime nécessaire. C'est donc pas forcément sur des critères établis très clairs, mais aussi sur une appréciation. Alinéa 6. Le Conseil, sur proposition de la Commission et compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné, décide après une évaluation globale s'il y a ou non un déficit excessif. Et lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adopte sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques. Donc, toutes ces phases se font de façon opaque. La Commission ne les révèle pas au grand public. Alinéa 8. Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie des faits n'a été prise en réponse à ces recommandations dans un délai prescrit, il peut rendre publiques ces recommandations. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là, en fait, que le public, c'est-à-dire nous, pourront prendre connaissance des recommandations de la Commission. Et cela veut dire que l'État est déjà sous haute surveillance et qu'il a plutôt intérêt à suivre les recommandations. Donc. Alinéa 9. Si un État membre persiste à ne donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugé nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation. En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre. Alors, en fait, ici, on est surveillé de très près. C'est déjà une sorte de sanction, comme une sorte de bracelet électronique vous obligeant à vous présenter à la police tous les jours à 18h. Alinéa 10. Les droits de recours prévus aux articles 258 et 259 ne peuvent être exercés dans le cadre de ces paragraphes de 1 à 9. Si les États ne jouent pas le jeu, on passe à la phase au-dessus. Alors, toujours article 126, paragraphe 11. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des mesures suivantes. À exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations complémentaires à préciser par le Conseil avant d'émettre des obligations et des titres. Inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêt à l'égard de l'État membre concerné. Augmenter les taux, on imagine. Exiger que l'État membre concerné fasse auprès de l'Union un dépôt ne portant pas intérêt d'un montant approprié jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé. À imposer des amendes d'un montant approprié. Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises. Si vous avez bien suivi l'évolution, vous voyez qu'à partir du moment où nous, le public, sommes au courant d'une mesure de sanction, c'est que déjà on est très proche de ce qui s'apparente à un interdit bancaire avec interdiction de placer vos biens ou de faire des emprunts sans l'accord du Conseil. Dans tous les cas, l'État a intérêt à suivre puisqu'elle n'est pas capable de se financer elle-même. Et pour finir, l'État se voit infliger des sanctions financières comme nous l'avons vu dans nos exemples précédents. Je voudrais, avant de conclure sur les sanctions, revenir sur ce que certains ont appelé, à tort, des sanctions en nommant les 44 milliards d'euros que l'Angleterre devait régler suite à son Brexit.
Je voudrais rapidement expliquer qu'en réalité, il s'agit ici non pas d'une sanction, mais des versements que chaque État membre contributeur s'est engagé à verser entre 2014 et 2021 pour ce dernier partenariat. La France, elle aussi, verse l'équivalent de 23 milliards par an et elle devra donc verser 46 milliards d'ici 2021. Ce n'est donc pas une sanction, mais une contribution à l'Union européenne qui nous coûte déjà très très cher. L'appeler sanction est une manipulation de l'opinion publique qui permet de jouer sur la peur du Frexit et les partis eurosceptiques ou euroconvaincus s'en servent pour insinuer l'idée d'une possible catastrophe en cas de Frexit. Je rappelle également que l'Angleterre ne paiera plus cette contribution à partir de 2021 ou avant en cas de Brexit sans accord. Mais que la France, elle, devra continuer à payer au-delà de 2021 et cela tous les ans. Et en plus, elle devra augmenter ses contributions par rapport au manque à gagner de la sortie de l'Angleterre. Alors voilà, oui, les sanctions européennes existent contre les pays qui sont dans l'Union européenne. Elles sont là en fait pour obliger les États de l'Union européenne à respecter les traités, à marcher dans les clous de la transformation de nos États en cette dictature molle sous le poids des traités de libre-échange que sont le TUE, TFUE. J'espère que ce rendez-vous citoyen vous a aidé à voir un petit peu plus clair sur le contrôle des États par les sanctions de l'Union européenne et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous citoyen. Merci encore de m'avoir écouté.